matinée consacrée au voyage d'affaires, puisque Jean-Pierre Mas le disait hier. C'est vrai que le voyage d'affaires a souvent été assez peu à l'honneur aux réunions du SNAV. Et là, cette année, il y a vraiment eu une vraie matinée qui lui est consacrée. Donc ça, on en est évidemment très heureux. Avant de commencer cette matinée sur le voyage d'affaires, j'aimerais qu'on lance une petite pastille. On va avoir régulièrement des petites pastilles, des témoignages de ceux qui sont au SNAV et qui vont nous dire pourquoi ils sont au SNAV. Et j'aimerais qu'on commence tout de suite, puisque c'est une matinée consacrée au voyage d'affaires. On commence avec Jérôme Fouque, qui est le vice-président France d'Igencia. La régie. Bonjour, je suis Jérôme Fouque. J'ai la chance de diriger Igencia pour la France. Igencia, c'est la success story d'une start-up à la française, née il y a une quinzaine d'années, et qui aujourd'hui se positionne comme étant le 3e acteur en France et le 5e dans le monde. Nous aidons au SNAV pour 3 principales raisons. Tout d'abord, le SNAV est un excellent outil de représentation d'Igencia et des agences de voyage auprès des acteurs importants que sont pour l'industrie française la SNCF et Air France. À travers ces commissions, c'est le deuxième enjeu, le SNAV traite des sujets de fond dans une industrie qui est à la fois en profonde mutation et qui emploie un nombre considérable de collaborateurs en France. Et puis dernièrement, le SNAV a une capacité à défendre les intérêts d'Igencia et des principaux acteurs auprès des pouvoirs publics. Il y a des gens dont la parole est rare, souvent salutaire et toujours instructive en tout cas. Celui qui va nous rejoindre fait partie de cela. Je me souviens quand j'étais rédacteur en chef de Voyage d'affaires, puis quand j'ai présenté pendant quelques années le baromètre annuel d'American Express Voyage d'affaires, j'ai eu la chance, et il sait que je suis sincère quand je dis ça, j'ai eu la chance de le côtoyer d'assez près. Il a été président mondial d'American Express Voyage d'affaires pendant 10 ans. Il continue aujourd'hui d'œuvrer en coulisses dans un secteur dont il reste aujourd'hui encore l'un des plus grands experts. Je suis ravi d'accueillir à mes côtés Charles Petruccelli. Charles, il y a un peu de chemin toujours pour atteindre le micro, donc voilà, c'est vrai qu'il manque peut-être une petite musique. Charles, on vous écoute sur les grandes tendances du voyage d'affaires. Merci beaucoup. Je vais peut-être poser ça. Oui. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'avais rédigé le début de ma présentation par ces mots. C'est avec un réel plaisir que je participe aux Journées des entrepreneurs sur l'invitation du SNAV et de son président. Je dois vous avouer que, comme nous tous, le mot plaisir me paraît déplacé. Aujourd'hui, quand je pense au drame et aux victimes et à leurs familles, je suis néanmoins heureux de me retrouver parmi vous, car nous montrons par notre présence ici que la folie et la stupidité ne nous font pas peur. La dernière fois que j'avais été invité, c'était au début des années 90 à Dubrovnik, après plusieurs années passées aux États-Unis, pour échanger avec vous sur la dérégulation du marché américain et des possibles implications pour notre industrie en Europe. Mon intervention n'avait pas dû marquer terriblement les esprits, parce qu'il a fallu pratiquement 20 ans pour que je sois à nouveau devant vous. Je vais quand même essayer de faire un peu mieux cette fois-ci, bien que j'ai quitté mes fonctions opérationnelles fin 2011, et donc maintenant je me contente de regarder faire les autres, de vous regarder, et puis de dispenser des conseils que les 30 ans d'expérience de l'industrie me permettent de donner. En fait, j'ai à peu près fait ou été témoin de toutes les erreurs possibles, et j'ai également fait quelques belles opérations, et donc je suis raisonnablement placé pour avertir ou conseiller ceux qui me font confiance avant qu'ils ne fassent ces erreurs à leur tour. Jean-Pierre Mas m'a parlé de parler des transformations structurantes qui impactent ou vont impacter le voyage d'affaires, en particulier la distribution, que je connais, afin de positionner le débat qui suivra. J'enfonce une porte ouverte en disant que notre industrie est directement touchée par peu ou prou tout ce qui arrive dans le monde, l'économie, la géopolitique, les guerres, les crises sanitaires, les éléments naturels, les drames humains, la technologie, les événements horribles de vendredi dernier ne me feront pas mentir. Elle n'en démontre pas moins, cette industrie, qu'elle a une résilience à toute épreuve, puisqu'elle ne cesse de croître, avec une tendance lissée sur le long terme de 3-4%, d'après les études publiées par le World Travel and Tourism Council et corroborées par bien d'autres. Comme cela a été éloquemment dit hier, personne ne peut remettre en cause le rôle du voyage dans l'économie mondiale, son importance au sein du dynamisme économique de nombreux pays. Il transcende les frontières et les cultures, il crée des emplois, il sert de plateforme aux technologies les plus innovantes, mais encore,
et encore plus, il réunit les peuples. Ma première constatation, la voici. Si je me retourne sur les 20 dernières années, je pense que nous sommes en train de vivre une troisième révolution dans notre industrie. La première fut le changement du modèle économique de la distribution provoqué par l'élimination des commissions d'agences qui a profondément bouleversé notre modèle. D'agents des compagnies aériennes et autres, la distribution a conquis à son insu au début sa liberté. Elle est en fait, pour son pur bien, devenue prestataire rémunéré de services pour ses clients. Elle a découvert les besoins de ses clients et n'a depuis eu de cesse d'innover pour le conquérir et le fidéliser. Elle a de même, et dans le même temps, redéfini les règles du jeu avec ses fournisseurs, et cela à leur grande surprise, car à l'époque, ils croyaient pouvoir se passer de la distribution, en tout moins de s'en servir gratuitement. Certains le croient encore d'ailleurs, ce qui prouve que la mémoire est courte et que l'on apprend que très peu de ses erreurs. La deuxième révolution fut l'avènement du online qui a bouleversé le mode opératoire, le mode de communication, les structures de coûts et apporté l'avènement du modèle low cost, qui est devenu un modèle majeur désormais. Ce modèle a dans les dernières années largement pénétré également le marché de l'entreprise. Par ailleurs, à sa doctrine d'origine, il s'est d'ailleurs sensiblement modifié pour ce faire. Et le online a ouvert l'industrie à la globalisation. La troisième révolution est en marche et à mon avis, elle est portée par le mobile. Je le prédisais déjà il y a 5 ans lorsque j'ai participé à la dernière conférence de l'EVP, à laquelle j'avais participé donc. Je le constate maintenant, le client a dans le creux de sa main, où qu'il soit, le pouvoir de s'informer, le pouvoir de communiquer, le pouvoir de comparer, le pouvoir de choisir, de décider et d'acheter pratiquement toutes les prestations liées au voyage, avant, pendant et après. Nous n'en sommes qu'au début. D'ailleurs, les taux de transformation d'achat sur mobile sont toujours inférieurs largement aux taux de transformation d'achat en ligne, mais nous sentons une réelle accélération. Tous les opérateurs ont compris que la survie, si ce n'est le succès futur, passera par leur habileté à maîtriser cet espace de 50 cm². Il est à l'origine de la déflagration que provoque l'économie collaborative qui remet en question dans pratiquement toutes les industries le modèle de business, avec dans la nôtre l'arrivée des Airbnb et des Blablacar. Ma deuxième constatation est qu'une nouvelle vague de consolidation, après celles qui ont eu ces dernières années, s'annonce à nouveau dans le voyage d'affaires. Et elle est emmenée par les grands acteurs mondiaux pour s'assurer soit les volumes, soit les compétences dans les nouvelles technologies, et soit les parts de marché dans les segments ou les géographies porteuses de croissance. Nous avons vu déjà dans le loisir de grands groupes chinois prendre pied en Europe. Les Chinois ne sont pas encore dans le voyage d'affaires, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils le sauront un jour et rapidement. Par contre, la valeur du dollar va inciter les opérateurs américains à en faire de même, pendant que les acteurs européens subissent encore les dégâts d'une récession économique mal gérée. Ma troisième constatation est qu'à mon avis, la distribution traditionnelle est peut-être sur le point d'exploser. Nous avons connu la bataille entre les OTA et les agences traditionnelles. Cette différence n'existe désormais plus. Les grands opérateurs traditionnels et les agences traditionnelles ont plus de 60% de leur volume traité en ligne avec des outils sophistiqués. Ce que je constate est plutôt que tous les acteurs de la chaîne de services veulent contrôler ou s'approprier l'accès au contenu pour traiter avec le client en direct. Les GDS et les fournisseurs de technologies intègrent des outils de gestion du voyage d'affaires pour les offrir aux clients d'entreprise en passant des contrats directement avec eux. Les opérateurs technologiques se dotent d'offres produits et contenus pour se transformer en agences en ligne. Les fournisseurs structurent leur distribution directe. Les nouvelles solutions technologiques se focalisent maintenant sur le big data et peuvent, par exemple, désormais offrir des modèles prédictifs qui seront bientôt intégrés dans tous les services offerts aux clients. Que va-t-il rester à la distribution classique et quel va être son rôle ? Cette tendance est d'ailleurs nourrie, selon moi, par des offres pseudo-innovantes aux noms soigneusement marketés tels que Direct Connect ou encore Open Booking, qui masquent de la part de ceux qui les promeuvent, la main sur le cœur, une stratégie de désintermédiation plus ou moins assumée. Fort heureusement, la distribution, tout comme la majorité des clients, ne sont pas dupes. Comme l'offre voyage d'affaires n'opère pas dans un modèle de pénurie, le choix et la comparaison avant l'acte d'achat demeurent les fondamentaux de la décision. Et là, l'expertise de la distribution a pleinement son rôle à jouer. Ce rôle est d'autant plus important que grâce au mobile et aux nouvelles solutions technologiques du big data, elle peut se réapproprier la relation directe avec le client voyageur, relation
qu'elle avait perdu pour traiter très souvent avec les directions des achats ou des entreprises et les travel managers. Pendant toutes ces années où j'étais directement engagé dans notre industrie, je n'ai jamais cessé d'insister auprès de mes collègues que notre unique objectif était de maîtriser la relation à la confiance du client. C'est selon moi la clé du succès et la seule. Et qui peut mieux accomplir cela que la distribution, prestataire de service de son client, à l'écoute de ses besoins, de son client gestionnaire de budget, capable de choisir pour eux les plateformes technologiques les plus innovantes pour servir ses besoins, attentive à porter assistance directement en cas de nécessité, 24 heures sur 24, l'aidant à contrôler ses coûts par des choix de fournisseurs offrant le rapport qualité-prix qui correspond à la politique de voyage, offrant de multiples services à destination comme au départ, mais pour cela la distribution doit acquérir et contrôler sa technologie et sa plateforme mobile, soit en direct, soit de manière mutualisée. Pour conclure, je vois plusieurs opportunités à saisir. La première est factuelle, c'est le rebond de l'économie mondiale. Le voyage d'affaires est directement lié à la croissance de l'économie mondiale. Malgré les solutions de téléprésence annoncées il y a quelque temps dans les entreprises comme les fossoyeurs du déplacement d'affaires, les entreprises savent que pour gagner de nouveaux clients, renforcer les relations avec clients existants, contrôler de nouveaux marchés, motiver leur organisation, ouvrir de nouveaux partenariats, il n'y a pas de substitut à la rencontre face à face. La dépense d'entreprise n'étant pas, selon moi, un coût, mais un investissement, et cet investissement est directement rapporté aux revenus générés pour l'entreprise, avec un ratio d'investissement propre à la taille et à l'industrie dans laquelle l'entreprise opère. Donc, cette dynamique de l'économie mondiale qui reprend n'a pas encore touché le marché français, mais elle le fera mécaniquement. Et les entreprises savent également que si elles ne vont pas voir leurs clients, leurs concurrents le font. La deuxième opportunité sur le plan mondial est le segment des PME-PMI. Pourquoi ? Parce que celui-ci a jusqu'à présent été soit maltraité, soit ignoré par beaucoup et servi par des solutions qui n'en étaient pas, parce que soit venu du loisir, je parle en général, soit de l'offre pour les groupes multinationaux. Tout cela est en train de changer. Les grands opérateurs sont en train de s'équiper de solutions dédiées. Des plateformes technologiques dédiées PME, PMI sont désormais disponibles et sera certainement la prochaine opportunité pour tous. J'en vois également bien une troisième, mais celle-là, je la garde pour moi, parce que je compte bien investir dedans. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Charles. Merci. Alors, vous allez vous asseoir. Allez, asseyez-vous là, au milieu, vous allez trôner. Charles, non ? Ah, ici, comme vous voulez. Alors, Charles, on va commenter les repères que vous venez de nous donner. Pour commenter ces repères, j'ai le plaisir d'appeler Bertrand Mabille, vice-président France et Méditerranée de Carlson Wagonlit Travel. À ses côtés, j'appelle également Jean-Pierre Laurent, PDG de Bleu Voyage. Et puis enfin, troisième personne à commenter l'intervention de Charles, Michel Dillman, président de l'AFTM, l'Association française des travel managers. Voilà, messieurs, prenez place. Ne vous éloignez pas non plus trop les uns des autres. C'est pas la peine. Alors, première chose, on va balayer évidemment pas mal de tendances que nous a donné Charles. Bertrand Mabille, je vais vous demander de prendre le micro. Charles parle de troisième révolution avec le mobile, et c'est vrai que la conséquence de ce mobile, c'est davantage d'autonomie pour le voyageur. On parle même souvent d'open booking, Charles le citait. C'est ce comportement qui consiste en fait à réserver en dehors des circuits recommandés par l'entreprise. Charles Petruccelli parle de marketing, il parle même d'offres pseudo-innovantes. Est-ce que pour vous, Bertrand Mabille, patron de Carlson Wagonlit, est-ce qu'on est dans le marketing ou est-ce qu'on est dans la tendance de fond quand on parle d'open booking ? Je ne vais pas tout de suite répondre à ta question. Je vais répondre par une sorte d'anecdote qui nous ramène 7 ans en arrière, qui est le moment où je suis arrivé dans l'industrie du voyage, qui est d'ailleurs au passage le moment où toutes les catastrophes se sont accumulées année après année, puisque depuis que je suis là, il n'y a que des catastrophes et les derniers événements nous le rappellent, malheureusement. Pour dire que j'étais à l'époque dans l'industrie des télécommunications et j'ai évidemment appelé quelques copains en disant voilà, on me propose de diriger une partie significative de CWT. Et tous m'ont dit, t'es complètement dingue, tu vas dans une industrie qui va disparaître, c'est évident que les agences vont être des intermédiaires extrêmement rapidement, et donc n'y va pas. Donc j'y suis allé quand même.
ce qui prouve bien que j'ai une sorte de goût pour la catastrophe. Et au final, ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est que les opérateurs télécoms ont tous été des intermédiaires. Par qui? Par Apple. Malgré les centaines de millions de marketing qu'ils ont fait, ils sont tous, en 15 jours, pliés devant le diktat d'Apple d'imposer sa marque, son marketing et son go-to-market. Et puis ils sont en train de se faire totalement désintermédier par Google, Netflix et compagnie. Il se trouve que l'industrie du voyage, oui, certes, il y a évidemment une course au client final. Donc oui, il y a une rivalité qui est certaine entre d'un côté des fournisseurs, de l'autre des intermédiaires technologiques, et enfin des acteurs que nous sommes, distributeurs, pour accéder au client final. Mais ça, je dirais que c'est la course naturelle de tout business. Et au fond, il n'y a pas de caractère inéluctable à la désintermédiation. C'est ça mon message principal, c'est que si on est bon, et si on offre le service qu'attendent nos clients, il n'y a aucune raison pour laquelle on se ferait des intermédiaires. Et je pense que, pour répondre à ta question, oui, c'est vrai que l'avenir, il est probablement au croisement entre la mobilité, parce que ça permet la personnalisation qui clairement fait défaut dans cette industrie, et la data, parce que la data, ça permet de mieux prévoir, ça permet de mieux cibler. Donc effectivement, c'est au croisement de ces deux technologies que l'avenir se dirige. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se faire piquer notre business pour autant. Pas du tout. C'est vraiment tout l'inverse. À ça, on va y revenir. Charles Petruccelli, je le disais, vous parliez de marketing à propos d'Open Booking. Enfin, aujourd'hui, quand on regarde les budgets hôtels, on se rend compte que 50% des voyageurs réservent quand même en dehors des circuits recommandés par l'entreprise. Donc, ça n'est quand même pas uniquement un phénomène marketing. Il y a là quand même une vraie réalité, Charles, non ? Prenez le micro. C'est une réalité qui existe depuis des années. Oui. Dans l'industrie, ça s'appelle le leakage, en fait. Le leakage, qui sont les voyageurs qui ne réservent pas à l'intérieur de la politique de l'entreprise, mais à l'extérieur. Mais moi, si je suis une entreprise, ce que je veux, c'est que 100% des personnes qui voyagent dans mon entreprise suivent la politique. Et je pense que Open Booking, ça n'a été qu'une opération, ça n'est, à mon avis, qu'une opération intelligente de marketing, de dire, mais laissez-les, c'est normal, c'est naturel. Vous voyez, il y a 50% de leakage ou il y a 30% de leakage, peu importe. Laissez-les faire, mais par contre, donnez-leur les outils pour vous permettre a posteriori de contrôler. Moi, contrôler a posteriori, je ne vois pas ce que ça veut dire. Vous voyez. Je comprends ce que ça veut dire a priori, mais a posteriori, je ne contrôle plus. Vous voyez. Je constate. Et après, je vis avec. Et donc je pense qu'en fait, ce sont des choses qui mettent le doigt sur ce qui fait mal, mais qui nous permettent à nous d'être plus innovants. Vous voyez, je dis toujours nous, alors que je ne suis plus du tout opérateur, mais j'ai ça dans le sang maintenant. Pour nous permettre à nous d'être innovants et de bien expliquer à l'entreprise qu'il faut, c'est une gestion intelligente de sa dépense voyage, et que cela passe par des outils que nous pouvons nous leur proposer, et ensuite nous les aider à rester à l'intérieur de cette politique. Alors Jean-Pierre Laurent, prenez un micro. Jean-Pierre, vous en avez devant vous. Jean-Pierre, je le disais, vous êtes le patron de Bleu Voyage. Ça doit marcher, ne vous inquiétez pas. Ça marche, parfait. C'est parfait. Je disais, vous êtes le patron de Bleu Voyage. Bleu Voyage qui est un mini-réseau spécialisé notamment sur les PME-PMI. Vous avez réalisé 200 millions d'euros, je crois, de volume d'affaires l'année dernière. Oui, c'est ça. À peu près. Jean-Pierre, l'open booking, c'est une réalité dans le monde des PME, davantage d'ailleurs peut-être que dans les grands comptes. Alors, pas pour l'instant dans les PME, non. PMI, là on ne l'observe pas. Je pense que c'est une posture marketing, comme l'a souligné tout à l'heure M. Petruccelli, et de ce point de vue, je partage assez bien son avis. En tous les cas, chez nous, chez Bleu Voyage, ce n'est pas du tout encore ce que l'on observe, même si des manifestations, des conventions ont lieu, et c'est aujourd'hui d'actualité d'en parler. En tous les cas, sur le terrain, c'est pas la réalité. Enfin, c'est pas ce que j'observe. Alors, votre voisin, Michel Dillman, qui nous fait le plaisir d'être là. C'est la première fois, Michel, que vous êtes intervenant à un congrès du SNAV. Alors, Michel, on va essayer de comprendre un peu mieux votre métier, puisque vous représentez ici les travel managers. Je parlais d'open booking, je parlais de cette révolution du mobile à laquelle faisait allusion Charles Petruccelli. Alors, évidemment, la première conséquence de cette révolution, c'est de favoriser, on le disait, le lien direct entre les voyageurs et les fournisseurs. Ce qui, évidemment, ne facilite pas votre travail, notamment quand il s'agit de contrôler la dépense. En quoi cette tendance cette autonomie du voyageur est en train de modifier profondément votre métier aujourd'hui de travel manager ?
Ce que je voudrais dire, d'abord, je vais rebondir sur ce que disait Bertrand tout à l'heure. Alors, moi, j'ai fait un peu l'inverse. Il est sorti du domaine télécom. Moi, dans les télécoms, j'ai appris à connaître le voyage d'affaires et à le gérer, je l'espère, du mieux possible. On a affaire dans nos entreprises, alors elles sont très variées, parce que là je reprends ma casquette de président de la FTM, on trouve évidemment des responsables de l'activité dans les PME, PMI et également dans les grands groupes, et les problématiques sont souvent assez différentes, même si au final on arrive à décliner ce qui se fait dans les grands groupes également dans les PME, PMI, avec des outils qui demandent à être simplifiés et surtout moins coûteux. Alors, ces outils, où ils sont autonomes et l'entreprise a une maîtrise, peut-être pas complète, parce qu'elle a besoin de toute façon de la TMC et de l'agence. Et les entreprises, jusqu'à maintenant, ont eu une grosse difficulté. C'est-à-dire qu'on a l'arrivée prégnante, effectivement, de l'open booking. L'open booking qui pose un gros problème dans l'entreprise, c'est la sûreté, sécurité, la maîtrise totale, comme le disait Charles tout à l'heure, de l'activité. Et on doit jongler en ce moment entre ces différents paramètres. C'est-à-dire, la maîtrise, on ne l'a pas dès lors qu'on se sert de l'open booking. Et il est extrêmement, mais vraiment extrêmement compliqué de maîtriser cette activité si on laisse aller et si on ne maîtrise pas les tuyaux. Alors, Charles, Bertrand, c'est vrai qu'à travers le mobile, on voit arriver en force des acteurs du B2C sur ce marché des déplacements professionnels. Est-ce que c'est le signe que les acteurs traditionnels du voyage d'affaires ont finalement manqué cruellement d'innovation ces dernières années pour laisser rentrer des acteurs du B2C sur ce marché? Charles? Manquer d'innovation, je ne sais pas en fait. C'est quand même pas un problème facile à appréhender. Le fait c'est que moi je suis persuadé que il y a vraiment une convergence qui va se passer entre ce que moi j'appelle le contexte, c'est-à-dire le voyage, le contenu, donc l'offre produit, et puis ensuite le client. Et ces trois choses-là convergent sur cette plateforme mobile. Si vous voulez vraiment avoir la maîtrise de ces trois éléments, il vous faut avoir la maîtrise de la plateforme mobile. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dépendant de celui qui va vous la donner et qui donc va vous mettre un certain nombre de règles, de contraintes et qui va peut-être vous imposer son contenu ou vous facturer le vôtre, etc., etc. Et vous facturez vos services et vous imposez les siens. Donc là, c'est pas facile. Je pense que c'est plus facile pour les grands groupes d'être innovants là parce qu'ils peuvent acquérir une plateforme technologique. C'est pour ça que moi j'ai parlé pour les agences, par exemple dans les associations, un concept mutualisé où il y aurait contrôle d'une plateforme technologique mobile qui permettrait justement d'inclure ces contenus. Je ne pense pas que ce soit une question de manque d'innovation, c'est plus de savoir comment appréhender le problème. Bertrand? Je pense qu'il faut être précis dans ce dont on parle, parce que moi je ne constate pas qu'il y ait un considérable déport de mes clients, qui sont plutôt les grands groupes internationaux, vers des solutions B2C. On a une solution de mobilité qui a été basée sur une technologie qu'on a achetée en rachetant une boîte en Israël, qui est plébiscitée, qui est très largement utilisée. Donc il n'y a pas ça. Je pense que si on doit se faire une autocritique, il y a un truc qu'on a tous collectivement raté dans le business travel, c'est l'hôtel. On n'a pas été capable, parce qu'on avait des raisonnements qui étaient des raisonnements de l'aérien, de correctement installer rapidement une solution qui permettait d'agréger des contenus hôteliers tout en restant dans des politiques voyage et avec des outils de paiement qui soient conformes aux usages dans les différents pays européens. C'est un peu moins vrai aux États-Unis. Vous avez même abandonné l'hôtel, puisque vous le faisiez avant. Et du coup, on a laissé rentrer, effectivement, sur la partie business travel, des acteurs qui étaient plutôt cantonnés dans le B2C. C'est quelque chose qui est en train de se rattraper, je pense par les principales TMC. Mais ça, c'est vrai qu'on a été très tardif à exécuter, et du coup, on a laissé émerger un marché d'intermédiaires qui, normalement, n'aurait pas forcément eu lieu d'être. Alors, c'est vrai que quand on regarde les années qui viennent de s'écouler,
très clairement, la valeur dans la chaîne du voyage d'affaires, c'est manifestement, en tout cas, déplacer de la TMC vers les éditeurs de solutions technologiques et vers les autres acteurs technologiques, puisqu'on est maintenant dans un métier du voyage d'affaires extrêmement techno. Ça, c'est quand même aussi un constat assez cruel pour les TMC aujourd'hui, de voir cette valeur qui s'est déplacée au fil des années. Bertrand. La valeur, si je prends la valeur d'entreprise, calculée par la market cap, je ne constate pas non plus complètement ça. Je ne suis pas sûr que les éditeurs de solutions logicielles soient à ce point considérablement supérieurs, ni même soient considérablement accrus. Non, par contre, c'est vrai que ce qui est frappant dans ce business, c'est le nombre d'acteurs sur une chaîne de valeur qui est quand même assez... fortement sous tension. Donc, ce que ça veut dire, c'est très probablement qu'il va y avoir des intégrations verticales plus rapidement que tardivement. Ça, moi, je pense que dès l'an prochain, on va assister à des mouvements d'intégration verticale. Ça me paraît évident. Parce que, effectivement, l'enjeu pour nous, c'est un peu moins la conquête des contenus que d'une certaine façon le tuyau vers le client final. Ça me paraît évident que ça, on s'est positionné assez longtemps comme une sorte d'intégrateur de technologie. Moi, je disais qu'on était la SS2I du voyage d'affaires. C'est une position qui devient difficilement tenable alors qu'il y a plus de 50% des bookings qui se font sur des outils en ligne. Charles, prenez le micro. Bertrand n'était pas forcément d'accord, mais est-ce que selon vous, la valeur ne s'est pas déplacée, malgré tout, au fil des années, de la TMC, des agences de voyage, vers les acteurs techno ? Je pense qu'il y a des acteurs techno maintenant qui se sont imposés comme un intermédiaire qui traite en direct avec le client. Sur ces éléments-là, je pense que la valeur s'est déplacée. À l'époque, ils étaient vraiment prestataires, fournisseurs de technologies pour les TMC et pour l'industrie en général. Et maintenant, ils traitent en direct avec le client. Et de plus en plus, ils développent des solutions, end-to-end, à la fois de gestion et de management de la dépense, et puis d'offres de contenu, qui font qu'ils sont à la fois prestataires de services pour la TMC et pour l'agence, mais ils sont également concurrents directs. Donc, de ce fait, je pense que la valeur s'est déplacée. Alors, on parle de valeur. Bertrand, vous allez reprendre le micro, et puis après, je vais interroger Jean-Pierre et Michel. On parle de valeur. Je suis frappé par l'incapacité des entreprises, Bertrand, à faire la différence, finalement, entre telle ou telle TMC, telle ou telle agence de voyage, quand on les interroge, et on va en parler avec Michel. Elles ne savent pas trop ce que Carlson offre de plus qu'American Express Voyage d'affaires. Est-ce que ce n'est pas là votre principal handicap, de ne pas parvenir à vous différencier entre vous aujourd'hui ? C'est sûr qu'on est perçu de l'extérieur comme une communauté, ce qui ne veut pas dire que les clients qui sont chez Carlson ou chez les autres ne sentent pas la différence et sans doute parfois un vrai intérêt à rester par la valeur qu'ils attribuent à notre relation client. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, on est perçu comme une commodité, il ne faut pas se le cacher. Et je pense qu'effectivement, et je reviens sur cette question de l'intégration verticale, il va falloir qu'on retrouve des capacités de différenciation. Et ces capacités de différenciation, c'est évidemment dans la technologie qu'on va les trouver, même si on cherche tous à être meilleurs que les autres dans le service. Mais ça, c'est moins directement perceptible. Michel, du côté des entreprises, vous avez vraiment du mal à faire la différence entre tel ou tel TMC ? Compliqué pour vous ? Oui, alors c'est compliqué. Alors, je vais parler là plutôt dans un premier temps des grands groupes. Effectivement, on a tendance quand même à mettre tout le monde à peu près au même niveau. Après, les grands groupes peuvent se distinguer en ayant une offre techno que l'entreprise veut éviter, c'est-à-dire ne veut pas mettre en place un outil qui lui appartient et au bout duquel elle va brancher la TMC qu'elle souhaite. Et donc dans ce cas, elle repose sur la TMC qui doit lui faire une offre la plus performante possible. Et dans les PME, PMI, je pense quand même que la relation, on en parlait, elle est extrêmement importante. La relation avec le client, et je pense que pas mal de grandes agences, de grandes TMC ou d'agences beaucoup plus humbles en province arrivent à accrocher la clientèle affaires parce que la relation client s'établit et est de bon niveau. Jean-Pierre, merci Michel. Merci Michel. J'en attendais pas autant. C'était pas un cadeau. C'était pas un cadeau, c'est une réalité. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce que disait aussi M. Petrucciali. Il parlait d'une vague de consolidation
qui devrait avoir lieu prochainement. Je la vois venir. On s'y prépare, enfin, tout au moins quand on est sous forme d'une organisation telle que Bleu Voyage, qui appartient à un réseau d'une coopérative qui s'appelle Selectour Afat et qui est le premier aujourd'hui acheteur de prestataires auprès de compagnies d'hôtellerie, etc., en volume d'affaires. Donc on n'est pas, on est près de tout cela et on n'est pas un acteur aussi à la marge que l'on pourrait le penser. Cette vague de consolidation, certainement, mais c'est peut-être pas un gage de réussite si l'on croit simplement les résultats financiers des 4 ou 5 plus grands TMC intégrés en 2014, puisque la presse s'en est fait écho récemment, au mois d'octobre, dans son baromètre ou son palmarès, je ne sais plus comment il est intitulé, et aucune d'entre elles n'est profitable en 2014. C'est un comble quand même pour un marché qui est plutôt, comme vous le disiez tout à l'heure, en constante progression, même si on a des problèmes de géopolitique, enfin il n'y a pas que nous, hein, dans beaucoup d'industries. Je trouve que c'est curieux. Voilà. Donc je m'interroge un petit peu. Et c'est peut-être pourquoi ni le client ni les collaborateurs de ces grands groupes sont le centre de leurs préoccupations. J'ai le sentiment que c'est simplement la course au volume, une hypothétique retour sur investissement que demandent des fonds de pension, hein, puisque tous ces grands groupes appartiennent à des fonds de pension, et que véritablement, à la fois le client et les collaborateurs, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est ce qui fait la force d'une entreprise. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes différents, nous, les TMC de province, même si j'aime pas trop ce terme-là, c'est un peu péjoratif. Voilà. Tiens, Charles, vous allez prendre le micro. Et Jean-Pierre vient de mettre l'accent sur quelque chose d'assez important. Vous étiez évidemment très impliqué pendant des années chez American Express Voyage d'affaires, qui nous avait annoncé il y a quelques mois des grands investissements en matière technologique. On avait parlé d'une enveloppe de 900 millions d'euros. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et en fait, ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'Amex est en train plutôt d'acheter des parts de marché, les fameux selling bonus qui sont en train de se multiplier aujourd'hui. Donc cette enveloppe de 900 millions d'euros, au lieu d'être consacrée à la techno, elle est davantage consacrée à acheter des comptes. Vous me permettrez de vous rappeler que je ne travaille plus pour American Express. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne vais pas commenter leur stratégie. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Par contre, en tant je vais revenir vers Jean-Pierre pour lui dire que je suis tout à fait d'accord avec sa philosophie. Et que c'est vrai que c'est le client et que c'est le collaborateur qui fait toute la différence. Que le reste, ce ne sont que des outils qui peuvent être copiés. Et d'ailleurs, ce qui fait vraiment la différence entre deux organisations qui sont concurrentes, c'est la culture et les collaborateurs. Le reste... L'appartenance, le respect, l'appartenance. Exactement. Parce que le reste, finalement, c'est copié. Tout à fait. Et on peut tous avoir demain le même outil ou le même socle technologique. Et je pense d'ailleurs à ce sujet que un jour ou l'autre, et certainement dans un délai très proche, on aura certainement une technologie commune. Bien sûr. Et ce qui fera la différence, c'est la manière dont on manage ses équipes et dont on assure la proximité avec ses clients et dont on a la relation avec le client. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que même les grands groupes sont très conscients de ça. Et s'il y a parfois des perceptions qui sont un peu dégagées loin, je suis certain que chez Carlson, donc je peux parler de Carlson puisque nous sommes à côté l'un de l'autre, et je sais que c'est une de vos préoccupations premières. Il n'y a pas de problème. Jean-Pierre, et puis après Bertrand. Juste parce qu'effectivement, François-Xavier, vous mettez vraiment le doigt sur une pratique que j'observe. En particulier, moi, c'est-à-dire qu'on a un retour très fréquent de ça aujourd'hui du marché. De clients, de clients importants, ce qu'on appelle des grands groupes. Je traite aussi des clients que l'on appelle clients intermédiaires, entre 10, 15, 20 millions d'euros. Ceux-ci sont attaqués aujourd'hui par American Express et sont attaqués de manière pas loyale, sont attaqués par des signing bonus. Alors évidemment, nous ne pouvons pas lutter. Et nous ne pourrons pas lutter. Ce que j'espère, c'est qu'au bout d'un moment, ces 900 millions d'euros qui étaient plutôt destinés à la recherche et développement va s'amenuire. Et que, alors pour le coup, il faut tenir
Donc on aura besoin de concours financiers, on aura besoin de nos banquiers, on aura besoin du syndicat, on aura besoin de messages forts pour accompagner les agences qui seront en grande difficulté. Parce que moi, je viens de perdre un compte aujourd'hui de 20 millions d'euros. C'est pas une paille. Oui, ça énerve. 20 millions d'euros. Et on entend des chiffres sur le signing bonus qui a été proposé sur ce client-là, qui est indécent. Je ne sais pas si c'est la réalité. En tous les cas, j'ai entendu des chiffres qui étaient stratosphériques. Bertrand, vous vouliez réagir sur ces signing bonus ou pas ? Je peux réagir sur les signing bonus, ça, si vous voulez, mais non, je voulais déjà réagir sur la thématique de la gentille PME de province contre le méchant capitaliste, esclavagiste et assoiffé de profit. Parce que toujours un peu de provocation, vous me connaissez. Voilà. Et c'est mon rôle. C'est là où je voulais en venir. Donc nous sommes une entreprise familiale du Minnesota, mais familiale néanmoins. Et c'est vrai que malheureusement, on a dû, mais c'est pas lié à une sorte de course frénétique au profit, à la productivité, on a dû se séparer de 1000 collaborateurs sur la France. Voilà, c'est aussi cruel que ça. Et ça tient tout simplement au fait qu'on est dans une industrie qui a muté et qui s'est transformée radicalement, puisqu'on est passé de 0 à 50% de transactions digitales en l'espace de 4 ans. Donc voilà, la réalité, c'est ça. Et c'est vrai que ça s'est pas fait sans turbulence, c'est pas fait sans problème à gérer avec la relation client. Je pense qu'on l'a fait du mieux qu'on a pu, tant pour les collaborateurs que pour la stabilité de nos relations clients. Nous, on essaie de trouver un savant dosage entre le fait de rester local quand il faut être local et le fait de devoir rester une entreprise internationale parce que nos clients nous le demandent. Quand vous êtes face à HP, quand vous êtes face à des grands groupes internationaux, les mecs, ils vous disent l'Europe, pour moi, c'est un pays. Où est-ce que vous êtes ? Ah oui, à Varsovie. Eh bien, très bien. Installez-nous à Varsovie. C'est ça la réalité de notre business, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On serait tout à fait prêt à rester des entreprises locales et à privilégier une relation client, parce que là, je pense qu'on a les moyens de faire une vraie différence. Voilà, sur les signing bonus, juste une petite réflexion. C'est vrai que cette montée en puissance du online, ça a créé des situations en France où le coût du travail est ce qu'il est, mais surtout où il y a une certaine forme de rigidité du marché du travail, pour des raisons qui tiennent à notre modèle social, dont on n'a pas à discuter ici, mais qui fait que quand vous avez une montée en puissance de l'automatisation, vous vous retrouvez avec des salariés, et la question que vous vous posez tous les matins, c'est est-ce que je me sépare de ces salariés ou est-ce que je vais aller chercher du business ailleurs ? Et je pense que la dynamique du signing bonus, elle est là. Elle est que c'est parfois plus simple de faire un chèque, d'acheter du volume, parce que sinon, l'alternative, c'est tout simplement de devoir faire des PSE. Et quand vous êtes à votre 3e PSE, franchement, vous avez d'autres préoccupations que vous voulez retrouver du business, tout simplement. On va reparler du modèle économique. Michel, vous vouliez intervenir ? Oui, ce que je voulais dire, alors qu'on soit une grande TMC ou une agence plus modeste, c'est la qualité de service qui émerge. On a de plus en plus... il est de plus en plus nécessaire de revenir vers la qualité de service, ça j'en suis convaincu. Le signing bonus, c'est une chose pour gagner un marché, mais après ce qui compte, c'est la qualité de service. Et ce que j'ai pu mesurer au fil des années, c'est que lorsque vous avez un problème avec votre TMC, votre agence de voyage, le mieux est de mettre un plan d'action qui va permettre d'améliorer cette qualité de service. Ça suppose une chose, c'est qu'on a besoin de compétences du côté de la TMC, mais on a besoin de compétences aussi en entreprise. On parle souvent d'externalisation, je ne suis pas en train de défendre honteusement la corporation des travel managers, mais je pense qu'il est nécessaire pour les entreprises, pour les TMC, les agences de voyage, d'avoir dans l'entreprise des gens qui sont compétents. Et là, on arrive à faire des choses intéressantes ensemble. Moi, je veux bien, Michel, que vous parliez de qualité de service, mais vous ne voulez pas la rémunérer, cette qualité de service, les entreprises aujourd'hui. Vous ne cessez de faire baisser les transaction fees des TMC. Oui, Charles ? Justement, je pense que... Je rebondirai après. Oui, justement, je pense que là où la distribution a péché, je pense, c'est dans sa capacité à démontrer la création de valeur et pouvoir la facturer aux entreprises. C'est pas facile. On y est parvenu, certains y sont parvenus mieux que d'autres, mais il y a vraiment une différence entre, je dirais, le coût de la transaction
et l'ensemble des autres services qui sont donnés pour permettre la gestion et l'optimisation de la dépense voyage. Et si on arrive à faire une gestion et une optimisation d'une dépense voyage, ça a une valeur et cette valeur doit être rémunérée. Et là, nous n'avons pas été très bons. Je pense que l'industrie n'a pas été très bonne et donc l'industrie continue de se faire une concurrence essentiellement sur les prix, d'où comment dire, ces espèces de monstres que sont, à mon avis, les signing bonus. Je pense que c'est un truc qui n'est pas sain. Même si après, il y a un calcul financier à faire et de voir que sur une projection à 5 ans, etc., le compte peut être rentable ou tout. Je suppose que ceux qui le font ont fait ce genre d'analyse parce que sinon, c'est acheter des comptes stratégiques parce qu'ils sont stratégiques. Et moi, j'ai toujours posé la question de savoir qu'est-ce que c'est un compte stratégique. Parce que si ce n'est pas un compte qui va vous permettre d'être plus gros, plus rentable et meilleur, c'est pas un compte stratégique, c'est une connerie. Et en fait, la vraie question, c'est ça. C'est est-ce que nous sommes capables, nous, de facturer la création de valeur que nous savons faire. Et là, l'industrie n'a pas été... Et est-ce que vous êtes en mesure de la payer aujourd'hui ? Alors, François-Xavier, ce que je voulais dire quand même, c'est que effectivement, ces 10 dernières années, on a surtout parlé économie, et le mieux, c'est de faire une performance au niveau des achats, et puis... un tant soit peu, faire appliquer ce que les achats ont négocié après. D'où l'importance quand même de bien travailler ensemble, autrement c'est foutu à l'avance. Et l'impact économique, c'est une chose. Il y a une chose qui évolue en ce moment, c'est l'écoute du client. Le client, le premier client, c'est celui qui voyage. Et dans les entreprises, il y a des impacts sociaux importants. Et on en revient un petit peu de tirer à tout prix les tarifs, de faire voyager à l'arrière de l'appareil les collaborateurs. Je crois qu'il y a une réflexion quand même et une tendance un peu plus intelligente pour faire voyager ces collaborateurs. Donc on se focalise moins sur les achats aujourd'hui dans les entreprises et on fait davantage attention aux voyageurs. Non, je pense que les achats doivent avoir une autre approche et écouter le terrain. Et prendre c'est indispensable. J'ai toujours dit, faire une perf au niveau des achats, c'est bien. Si ce n'est pas applicable sur le terrain, ça ne sert à rien. Bertrand, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, enfin, on peut se faire plaisir en se racontant tout ça. La réalité, quand même, excusez-moi d'être un peu dans le temps, la réalité, c'est quand même que l'économie joue un rôle massif dans notre industrie et que ça va continuer. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et moi, je fais l'hypothèse que les gens sont rationnels et qu'un prix, c'est le croisement entre une offre et une demande. Point à la ligne. Donc, si j'ai des concurrents qui sont capables de faire mieux, la question que je me pose, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question que je me pose, c'est bon sang de bonsoir, comment ils arrivent à faire ça, puisque l'hypothèse que je fais, c'est qu'ils ne sont pas complètement dingues, et que s'ils le font, c'est qu'ils ont un rationnel économique derrière. Et donc peut-être que la réflexion que je me fais, c'est est-ce que je suis assez compétitif ? Est-ce que j'ai réussi à vendre ma valeur ? Et dans ce cas-là, ça me pousse à essayer de trouver des solutions. Alors en décembre dernier, Bertrand, gardez le micro. En décembre dernier, il y avait Jérôme Fouque, là, qu'on a vu justement en introduction de cette matinée. Jérôme Fouque, le patron d'Igencia France, qui disait lors d'une conférence que les prix des services apportés à ses clients ne couvraient pas ses frais d'exploitation. Est-ce que c'est tenable bien longtemps, un modèle comme celui-ci ? Si demain, les gens qui sont dans la salle, là par là, décident effectivement de ne plus du tout rémunérer la prestation que nous fournissons pour nos fournisseurs, que je préfère appeler nos partenaires, c'est clair que ce ne sera pas tenable. Tant qu'il y a un équilibre qui se fait entre des revenus qui viennent tant des clients que des fournisseurs, c'est potentiellement tenable, oui, pourquoi pas. Charles, c'est vrai que, et vous l'avez dit dans votre introduction, on a des comportements de clients qui évoluent extrêmement rapidement, la technologie évolue extrêmement rapidement, et on a face à ça un modèle économique finalement de TMC qui évolue, lui, très lentement. Il y a vraiment un fossé aujourd'hui qu'on observe entre ces deux phénomènes. Moi, je pense que se focaliser vraiment sur le coût et sur la baisse des coûts est quelque chose qui est suicidaire à terme. Je pense que ce qu'il faut, c'est arriver à démontrer que il faut que le TMC, qu'il soit TMC pour des petites et moyennes entreprises ou de grandes entreprises, il faut que le TMC reprenne l'ensemble de la relation et il soit capable de démontrer que lui, il est là, et moi c'est ce que je disais toujours, pour gérer et optimiser la dépense. Parce que je considère, comme je le disais dans ma présentation, je considère que cette dépense, c'est un investissement que l'entreprise fait pour générer des revenus, pour simplifier. Et donc, il y a par industrie, par catégorie, ce que j'appellerais le ratio idéal de la dépense voyage par rapport aux revenus générés. On va dire l'industrie pharmaceutique devrait avoir une dépense voyage qui représente 1,5-2% de l'ensemble des revenus générés. Pour faire simple. Bon, le rôle de la TMC,
c'est de développer tous les outils de gestion, les accords fournisseurs ou l'accompagnement des accords fournisseurs, les prestations de services, l'ensemble de la prestation, pour justement permettre à cette entreprise d'atteindre ce ratio idéal et de rester à ce ratio idéal en fonction de sa politique, qui peut être un peu plus ou un peu moins, politique plus ouverte ou plus fermée, mais de rester dans ce ratio. Et ça, c'est un discours que l'on peut faire avec un directeur administratif et financier. C'est pas un discours qu'on peut faire avec un directeur des achats. Le gars, il va vous négocier le dernier dollar. Et il faut pouvoir, nous, savoir comment monter au-dessus, et pour cela, reprendre le contrôle de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et là, nous sommes sous pression parce que les opérateurs technologiques, quels qu'ils soient, les GDS autant que les prestataires de services, ont la volonté d'avoir cette relation directe avec le client et d'offrir un certain nombre de services. Donc ça entraîne que l'agence, que la TMC, se retrouve cantonnée dans le rôle de, je ne sais pas comment on dit en français, de fulfillment agent, donc de celui qui finalise la transaction, qui est là pour le offline, qui est là pour et c'est comme disait Bertrand, c'est à chaque entreprise de se positionner et d'avoir une stratégie cohérente par rapport à ce positionnement et de gagner dans un marché qui est finalement très ouvert, qui n'est pas un marché de pénurie et dans lequel personne n'a 90% du marché, parce que même les plus gros, quand vous faites la somme des plus gros au niveau mondial, à mon avis, ça ne représente pas plus de 25% de la part du marché voyage d'affaires, la totalité des plus gros, des 4, 5, etc. Bertrand, Charles Petruccelli, on revient un peu en arrière, mais parlait du nouvel Eldorado, en tout cas des PME-PMI. C'est en tout cas l'un des viviers de croissance, selon Charles Petruccelli. Est-ce que ça intéresse les PME-PMI, une entreprise comme Carlson Wagonlit aujourd'hui ? Alors le marché des PME-PMI, ça va du cabinet d'avocats de 10 personnes qui voyagent jusqu'à une entreprise de 2000 personnes qui est présente à l'export. Donc c'est déjà, il faut savoir de quoi on parle. Donc nous, ça n'a échappé à personne, on se sépare d'une partie de notre prestation auprès de ce marché avec le détachement d'Avas Voyage qui va vivre sa vie dans un autre contexte et qui opère sur ce marché, mais plutôt sur le bas du marché. La question se pose pour nous de quelle offre on propose à ce qu'on appelle en France les ETI, ce qu'on appelle le Mittelstand en Allemagne et l'essentiel du marché en Italie et en Espagne. Et la réponse est oui, c'est qu'effectivement on veut être sur ce marché-là. Donc ce sont déjà des entreprises assez importantes, relativement structurées, suffisamment structurées pour pouvoir décider d'une technologie, pour pouvoir adopter une politique achat et une politique voyage. Donc la réponse, oui, on va se structurer. Il est vrai que c'est pas avec le même filet qu'on attrape les grands comptes internationaux, et de moins en moins, parce que ceux-ci tendent à se globaliser, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, nos grandes entreprises internationales, elles voient l'Europe comme un pays, elles voient l'Asie bien souvent comme une seule zone géographique, avec un fulfillment justement unique. Donc il y a une sorte de montée et de globalisation vers le haut qui rend nécessaire le fait d'avoir pour cette tranche de marché une offre sans doute assez particulière, assez spécifique. On discute avec des partenaires, éventuellement d'ailleurs, pour adresser plus correctement, parce que le problème de ce marché-là, c'est un, l'offre, mais deux, essentiellement le go-to-market. C'est comment j'accède à un coût qui ne soit pas prohibitif à ce marché-là, parce que si c'est souvent plus cher que d'aller chercher des grands comptes qui d'ailleurs vont vous chercher eux-mêmes à travers des appels d'offres, et du coup il ne faut pas que ça devienne non profitable que d'aller chercher ces acteurs-là. Donc la notion de go-to-market, elle s'apprécie et elle nécessite peut-être dans certains cas de passer par des partenariats. Jean-Pierre, quand vous entendez Carlson Wagonlit qui dit qu'il s'intéresse aux PME-PMI, vous êtes serein ? Ce que j'entends... c'est qu'en préambule du discours de M. Petruccelli, c'était un levier de croissance, les PMI-PME. Je mets sur le même niveau, pour moi, Carlson et American Express, en taille et en stratégie d'entreprise. Bon, visiblement, ils n'ont pas la même, mais enfin, en tous les cas, en structure financière. Et on s'aperçoit que l'un a fait le choix de se séparer de sa distribution de proximité. Bon, c'est un choix stratégique, peut-être qu'ils referont machine arrière. Mais ce que j'entends aussi à l'instant, c'est que M. Bertrand dit qu'il n'est pas impossible que nous cherchions demain des partenaires de proximité. Il me semble que American Express l'a fait avec SIA il y a quelques années. Ils s'en sont séparés. Bon, on va dire que c'est un éternel recommencement. Voilà. Michel ?
Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'entreprise a besoin d'une chose, consolider, maîtriser son activité. Elle a l'offre de l'agence, elle a l'offre technologique, elle a l'offre combinée agence techno. Et moi, je pose la question maintenant aussi bien aux fournisseurs de solutions technologiques qu'aux agences de voyage ou au TMC. C'est qu'est-ce qu'on va nous proposer pour maîtriser tout ce qui passe en open booking, on l'appelle comme on veut, le collaboratif, la désintermédiation. J'ai du Airbnb à foison. Comment je vais maîtriser ça? D'autant que j'ai un impératif de sécurité et que je dois à tout moment savoir où sont mes collaborateurs, et ce n'est pas l'actualité du moment qui va me démentir. Donc, c'est moi qui pose la question. Offre techno, offre agence. Comment faites-vous pour nous offrir le meilleur service et maîtriser notre activité? En tout cas, vous exprimez une attente là-dessus. On a quelques minutes, vraiment quelques minutes pour les questions dans la salle. Je vais demander, je ne sais pas s'il y a des jeunes filles avec des micros qui sont par là, ou sinon je vais m'en occuper moi. C'est pas grave. Si, il y a des micros qui sont là. Je disais, on a 4-5 minutes pour les questions. Pas de questions, évidemment, sur l'histoire de Lufthansa, puisqu'on va en parler en deuxième partie de ce débat. Mais si, à ce stade-là, vous avez des questions à poser à nos intervenants. Qui veut prendre la parole? Ici, Marcel, en bas. Merci, bonjour messieurs. Première question, Charles, vous me confirmez que vous n'êtes plus aujourd'hui conseiller d'American Express? Juste pour qu'on soit bien d'accord. Non, absolument. Je ne suis pas du tout conseiller d'American Express. Ni consultant. Je suis au conseil d'administration, mais je ne suis pas conseiller d'American Express. D'accord, donc on peut quand même considérer que vous avez une petite vision sympathique pour American Express. C'est pour ça que je ne parle pas de ce qu'ils font. D'accord. Deux tendances que vous avez évoquées qui manquent, peut-être. La première, c'est la frilosité des acheteurs français. On voit bien que la technologie va vite, eux non. Et donc les TMC se retrouvent un peu coincés dans les solutions technologiques à proposer. Et la deuxième tendance qu'on pourrait peut-être analyser, c'est la notion de profil, puisque les Américains le développent très très fortement, l'intelligence artificielle dans le profil, qui est aujourd'hui la seule voie de développement de la mobilité. Comment est-ce que vous abordez, soit chez Carlson, soit chez American Express, ces sujets? Alors là, le marché français, il est hyper en avance sur la technologie en business travel. Enfin, vraiment, s'il y a un marché qui est... et d'ailleurs, ce serait intéressant d'en faire un cas. Pourquoi le marché français est à ce point leader en technologie pour le business travel? Regardez les grandes solutions d'online booking tool. Vous avez KDS, Travel2. eTravel, on peut le classer comme français parce que la R&D est quasiment basée en France. Voilà. Enfin, après, vous avez deux TMC dont l'origine est très largement française. Donc, on ne peut pas dire ça. Enfin, je veux dire, et les clients français sont les plus en avant en matière de digitalisation d'Europe, si je mets à part les pays nordiques. C'est plus devant l'Angleterre, largement devant l'Allemagne et évidemment incommensurablement devant les pays du Sud. Donc non, la France est très en avance. On est très largement en avance. Sur la question sur les profils, ouais, ça c'est sûr que c'est un vrai sujet. Comment je rends intelligents les profils, ça c'est une grosse question dont on n'a pas encore la réponse parce que les technologies ne sont pas complètement mûres, même s'il y a des choses qui se passent, et on en discutait hier soir, du côté de la Silicon Valley, mais c'est sûr que c'est un gros enjeu. C'est bien pour ça que nous, on a toujours tenu à gérer les profils de nos clients, qui nous semblait être un élément, à l'heure du big data et de tout ce qui s'ensuit, un élément absolument critique et absolument stratégique. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Allez-y, n'hésitez pas. Oui. Monsieur Abisset, là-haut. Allez, Patrick, vas-y. Alors, c'est plus qu'une question, en réponse à l'interrogation de Michel Dillman sur notre capacité à fournir des prestations qui pourraient favoriser ou minimiser l'open booking, etc. Je pense que notre métier se doit de s'interroger à comment travailler avec les nouveaux acteurs dont on parle, les Airbnb, les Blablacar ou autres. Certains d'entre nous, dont le réseau Selectorafat a déjà signé, par exemple, avec un acteur comme Booking. Et je crois qu'il faut aller dans cette direction, c'est l'avenir, et qu'on aura des réponses aux besoins de nos clients là-dessus. Et j'en profite pour renvoyer au sujet d'hier. Il me semble peu réaliste
à une compagnie comme Air France de refuser que leur compagnie low cost signe avec un réseau de distribution. Ah, il a de la suite dans les idées. Patrick. Qui veut poser une autre question ou un autre commentaire pour nos amis? Non? Allez, si. La dernière, là-bas. Le micro arrive. Et puis on passera ensuite à notre deuxième débat. À vous. Bonjour, Eric Albatravel. Sur 2 ateliers entre hier et aujourd'hui, on nous a parlé du B2B et de la nouvelle génération avec le C2C. Aujourd'hui, vous, au niveau majeur en matière de TMC, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette, on va dire, agrégation de technologie ? Comme j'ai dit, moi je ne fais pas de commentaire du tout sur ce que fait mon ancienne TMC. Votre commentaire aujourd'hui, vous, en tant qu'ex-professionnel de cette TMC, par exemple, Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah mais moi je pense vraiment qu'il, comme disait monsieur, je pense qu'il faut être dedans, absolument. Il faut être dedans. Et l'avis de votre collègue Bertrand de droite? Donc le C2C, c'est Airbnb et tous ces trucs-là, c'est ça, c'est le peer-to-peer. Oui, sans doute, il faut être dedans. Après, c'est un peu tôt. Ça pose des questions de sécurité, ça pose des questions de process, parce qu'ils ne sont pas complètement équipés pour s'interconnecter avec nos systèmes de réservation. Ils sont d'ailleurs assez jaloux de la relation client. Donc c'est notre enjeu, c'est effectivement de les englober dans le paysage sans faire en sorte que le traveler disparaisse de l'écran radar de l'entreprise et de nous-mêmes. Mais je dirais que c'est un enjeu business. Je veux dire, c'est pas... il y en a eu d'autres. On en a parlé et on va y arriver naturellement. À partir du moment où la demande de nos clients sera là, forte et affirmée, on y répondra, eux ils y répondront, on s'interconnectera, on trouvera des modèles économiques et puis on avancera.